Avant même cette primaire de 2022 à droite, eh bien la droite a banalisé les discours d'exclusion. On peut remonter au moins au discours de Grenoble du président Sarkozy en 2010 pour observer un vrai tournant. Je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Après ce discours, les vannes sont ouvertes et les ténors de la droite ne se privent plus de récupérer les thématiques de l'extrême droite. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux, ou bien ils ont le sentiment de voir des pratiques, et je reviens à notre conversation d'il y a un instant, qui s'imposent à eux et qui ne correspondent pas aux règles de notre vie sociale. Des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. Est-ce que je peux, chef de l'État, demander aux Français, faites des efforts, moins dépensés, et en même temps accepter une immigration qui ne serait motivée que par l'attraction de prestations sociales parmi les plus généreuses d'Europe? Lucie Marine, quelques mots quand même là-dessus. La droite qui porte, quand même, on le voit, une énorme part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer à 6 jours de cette présidentielle. Ouais, le discours de Grenoble en 2010, c'est vraiment un tournant en fait dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il est cerné par les affaires à ce moment-là. Il y a la crise économique et il y a cet été où il y a complètement un tournant droitier. Et on a vu quelques extrêmes. On pourrait aussi se souvenir de Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, qui disait quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a un problème. En parlant d'un jeune militant arabe. On se souvient de phrases de Claude Guéant aussi, certaines sont dans le petit extrait. Marine Le Pen, à l'époque, elle lui avait décerné une carte d'adhérent prestige. Puis elle avait dit aussi, quand le FN est à 25%, les responsables de l'UMP parlent comme le FN. Donc c'est vrai que ça raconte quelque chose. Ils se sont mis à parler comme le Front National. On avait documenté 5 années de verbatim, de sémantique entre le FN et l'UMP à l'époque. Et c'est vrai que c'était une surenchère droitière qui n'en finissait plus. On avait les amendements s'inspirant de la préférence nationale qui étaient proposés par la droite populaire, à l'époque menée par Thierry Mariani, qui depuis a rejoint Marine Le Pen, des amendements pour remettre en cause le droit du sol en Guyane, à Mayotte, la suppression de la double nationalité qui est demandée chez certains. On avait l'ancienne porte-parole de l'UMP, Chantal Brunel, je me souviens, qui avait dit il faut remettre dans les bateaux les immigrés qui viendraient de la Méditerranée. Donc ça a commencé à ce moment-là, ça s'est noué dans ce moment particulier. Et puis surtout, en avril 2012, Sarkozy a cette phrase, faut s'en souvenir quand même, il déclare « Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas être pour la préférence nationale », qui est quand même ce qui distingue vraiment la droite de l'extrême droite, c'est-à-dire cette préférence nationale qui est au cœur du programme du Front National. Et puis il y a Nadine Morano, au même moment, qui fait quand même la une, 2 minutes, journal d'extrême droite, avec un grand entretien. Alors depuis, on a eu l'occasion de la retrouver dans Valeurs Actuelles, dans Minutes, plusieurs fois, mais à l'époque, c'est quand même une digue qui saute véritablement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des exemples par le passé. En 98, on se souvient quand même d'accords dans certaines régions entre la droite et l'extrême droite. Il y a eu des exemples qui ont émaillé les relations entre droite et extrême droite, mais en 2010 avec le discours de Grenoble, puis en 2012 ensuite, au moment de la campagne, il y a vraiment là un basculement. Et depuis, on a eu tout le temps des responsables de droite qui ne cessaient de se rapprocher du Front National, du Rassemblement National. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins de choses qui les distinguent. Le parti au pouvoir, La République En Marche, a lui aussi fait des signaux assez marqués à l'extrême droite. Par exemple, dès 2019, le président de la République donne son premier entretien sur les questions d'immigration à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, une première pour un président en exercice. 1 an plus tard, juillet 2020, son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu de LR, parle d'ensauvagement dans un grand entretien au Figaro. Un emprunt assumé, là encore, au vocabulaire de l'extrême droite. Le président Macron ne va pas... J'ai utilisé le mot d'ensauvagement et je le réitère. Le président Macron ne va pas déjuger Darmanin. Lui, il va dire qu'il préfère l'expression banalisation de la violence. En tout cas, Darmanin n'est pas déjugé. Puis, haro sur l'école et l'université, février 2021, la ministre Frédérique Vidal part en croisade contre l'islamo-gauchisme à la fac.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Et c'est pour ça que je vais demander, notamment au CNRS, de faire une enquête sur l'ensemble des courants de recherche sur ces sujets dans l'université, de manière à ce qu'on puisse distinguer ce qui relève de la recherche académique de ce qui relève justement du militantisme, de ce qui relève de l'opinion. Une enquête que le CNRS refusera de réaliser. Et puis il y a encore ces mots de Gérald Darmanin dans un face-à-face avec Marine Le Pen. Il souhaite montrer qu'il a la main plus ferme que la candidate d'extrême droite. Je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Le même Darmanin qui s'étonne maintenant du danger que Marine Le Pen représente pour son candidat Emmanuel Macron. J'ai toujours pensé que Madame Le Pen, que je rencontre depuis que je fais de la politique, est dangereuse. Elle est dangereuse pour le président de la République. Elle peut gagner cette élection présidentielle. Je sais qu'à chaque fois, on me dit mais non, mais non, mais non. Monsieur Zemmour l'a rendue plus molle, si vous me permettez cette expression. À l'époque, on avait beaucoup critiqué, mais on constate désormais que tout le monde dit elle est douce, elle est plus sympa, elle est plus travailleuse. Non, c'est une stratégie qu'il faut dénoncer. 5 années de signaux à l'extrême droite qui, sans surprise, n'ont pas réussi à la faire reculer. De l'aveu même du président candidat, c'était ce matin sur France Inter, Emmanuel Macron. Quelle part prenez-vous dans cette poussée des extrêmes? Est-ce aussi votre échec? Celle qui est la mienne. Je sais qu'on adore toujours faire dire à un président de la République qu'il a des échecs, etc. J'ai fait beaucoup de mea culpa. Et ceux qui jouent avec les peurs montent. Et donc je n'ai pas réussi. Vous n'avez pas réussi à calmer ces peurs, après, je pense à les endiguer. Nicolas Lebourg, vous êtes encore avec nous. Est-ce qu'Emmanuel Macron, lui aussi, comme les autres, a joué avec le feu? Non, mais on le sait tous. On n'a plus les mêmes systèmes de stabilisation. C'est ça qui me paraît un petit peu... Comment dire, moi je suis pas pour inquiéter les gens, c'est pas ma nature. Mais il est certain qu'une élection, de toute façon, il y a un gagnant, et qu'il n'y a rien qui prévoit que ce soit pas Marine Le Pen à la fin. Voilà, c'est tout. On est bien d'accord, là, le pari d'Emmanuel Macron, c'est agiter le risque de l'extrême droite pour finalement mobiliser et désigner le deuxième tour préféré, c'est-à-dire Macron-Le Pen, en espérant que ça passe à la fin. Je crois que l'échange Darmanin-Le Pen, suivi de la séquence de Darmanin ces derniers jours sur France 5, qui est quand même très éloquent. C'est-à-dire qu'on voit en fait tout le discours qui a été celui de la majorité de Macron pendant 5 ans, et puis aujourd'hui les éléments de langage qui sont clairement je désigne l'extrême droite, je désigne l'adversaire, c'est Marine Le Pen au deuxième tour avec moi, face à moi, et puis ensuite j'agite le danger. Je crois que c'est très clair, on a l'impression que se rejouent quand même les années Sarkozy de ce point de vue-là. Stratégie risquée peut-être, Lucie? Oui, stratégie très risquée, parce que effectivement, ça a permis à Marine Le Pen de totalement prendre le gouvernement à front renversé, de dire vous êtes un peu extrémiste, vous êtes un peu discriminant à l'égard des musulmans, moi je suis beaucoup plus républicaine, et elle a installé ce discours-là d'une Marine Le Pen respectueuse des institutions et de la République. Là, on voit bien que c'est effectivement dangereux, c'est un jeu dangereux. Est-ce qu'il faut se fier dans ces fameux sondages? Donc, on pourrait presque résumer la campagne à l'ajustement de 2 dynamiques narratives construites autour des sondages. La première, c'est Zemmour va avaler et tuer Marine Le Pen. Marine Le Pen s'écroule. Zemmour monte jusqu'à 19%, ce qui est un résultat totalement improbable pour quelqu'un qui, à l'époque, n'est pas encore candidat, n'a aucune expérience en politique, n'a jamais été élu, n'a pas de parti. Donc, il faudra interroger les sondeurs sur comment ils parviennent à ce résultat. Et puis là, on est dans la dynamique narrative inverse, c'est-à-dire que c'est la résurrection de Marine Le Pen et l'enterrement d'Éric Zemmour. Moi, je pense que la réalité, elle est ni dans la première, ni dans la deuxième. Est-ce qu'il faut se fier aux sondages? En général, non, ou à moitié. Dans mon livre, j'ai fait un comptage, j'ai pris en considération les 25 dernières années et toutes les consultations électorales. Et sur ces 25 dernières années, toutes consultations électorales confondues, si on prend les dernières estimations des instituts de sondage qui sont censés être les plus fiables, en fait, ces estimations s'avèrent approximatives ou erronées dans un cas sur 2. Voilà. Donc, en gros, je dirais, il y a une chance sur 2. Concernant le Front National, c'est encore pire, parce que c'est le parti que les instituts n'arrivent pas du tout. Il suffit de prendre les dernières régionales de 2021. Toutes les listes du RN ont été surestimées dans une fourchette de 4 à 10 points de pourcentage. Une fois qu'on a bien ça en tête, je pense qu'on peut se dire que très concrètement, on est face à un outil qui fonctionne pas. Voilà. Je sais pas, quand un chirurgien se trompe de 4 à 10 cm dans l'endroit où il doit opérer, on lui fait un procès. Là, les instituts continuent à produire des enquêtes qui sont
toujours aussi peu discutées quand elles sont reprises, diffusées dans les médias, a fortiori quand il s'agit d'enquêtes produisant des résultats spectaculaires. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Ces outils sont pas fiables et donc construire le débat politique autour de ces sondages, c'est rater une grosse partie de la réalité politique du moment. Alors, au cœur de la stratégie de Marine Le Pen, il y a une entreprise de, entre guillemets, là encore, dédiabolisation, mise en place depuis quelques années. Ça remonte en fait très loin, avec Jean-Marie Le Pen déjà qui disait « il faut pas nous dire qu'on est d'extrême droite ». Il avait fait un procès, je crois, au Monde là-dessus. Dédiabolisation, entre guillemets, accentuée particulièrement, Lucie, dans cette campagne, avec une campagne qui se veut locale, proche des gens, proche des préoccupations sociales, dépouillée finalement de polémiques. Celui qui fait les polémiques, c'est Zemmour, c'est pas elle, avec des revirements habilement mis en scène, programmatiques. Ces évolutions stratégiques, programmatiques, politiques, à quoi servent-elles ? À cette entreprise de dédiabolisation, est-ce que Marine Le Pen fait de l'opportunisme électoral ? Oui, clairement. Est-ce qu'elle navigue avec les débats de société ? Est-ce qu'elle essaie de se positionner, de rendre son parti plus acceptable ? Oui. Et c'est une ligne de fracture au sein du Rassemblement national. C'est une des oppositions avec sa nièce, notamment, Marion Maréchal. C'est aussi une des raisons, je pense, de la candidature d'Éric Zemmour, parce qu'il y a une partie de cet électorat très radical qui, en fait, ne se satisfait pas de ces allers-retours sur différentes propositions. Donc oui, je pense qu'elle est dans une phase où, ayant été 2 fois qualifiée pour l'élection présidentielle, elle a cette volonté, finalement, de s'installer dans le paysage institutionnel, et ça passe aussi par une normalisation de ses propositions sur certains débat polémique. Mais ça va plus loin, parce que dans ce débat où on l'a vu face à Gérald Darmanin, par exemple, elle a quand même répondu à Gérald Darmanin qui l'accusait d'être trop molle. Je n'entends pas m'attaquer à l'islam, c'est une religion comme une autre, Lucie. Oui, alors c'est vrai qu'elle a mené une campagne assez étonnante pour une candidate d'extrême droite, où elle a finalement assez peu parlé de ses thèmes habituels, la question de l'immigration, enfin elle en a parlé, mais bien moins que du pouvoir d'achat, parce qu'elle sait parfaitement qu'elle est identifiée là-dessus. Donc... Cette dédiabolisation, elle a commencé, on l'a dit, il y a plusieurs années, d'abord en gommant l'antisémitisme des discours officiels du FN devenu RN, mais elle ne concerne pas le cœur de son projet, la préférence nationale. Autrement dit, Alexandre Deshaies, le RN reste un parti d'extrême droite. En tout cas, la préférence nationale, le chauvinisme du bien-être, enfin ces éléments-là, ce sont des critères historiques de définition de l'extrême droite. La préférence nationale est un principe anticonstitutionnel, ou en tout cas qui est en contradiction avec les principes fondamentaux qui sont rappelés, notamment dans le préambule de la Constitution, et que Marine Le Pen a évoqué la possibilité à un moment de le supprimer. Elle essaie d'attirer l'attention sur autre chose. Elle a fait campagne, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Enfin, sur la question du pouvoir d'achat, elle se verrait bien en candidate du peuple, je cite, contre les puissants, centrant finalement en disant Macron c'est le candidat des riches, moi je suis la candidate du peuple, et centrant cette question véritablement du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est cosmétique, ça marche ? Ça marche, on verra. Ce qui est sûr, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a fait une campagne où elle répétait sans cesse les 3-4 mesures sur le pouvoir d'achat, la baisse de la TVA sur les carburants, etc. Parce que, encore une fois, je pense qu'elle n'a rien lâché sur le fond de la priorité nationale. Elle sait qu'elle est parfaitement identifiée comme la plus radicale sur l'immigration. Donc elle pouvait se permettre ce jeu-là. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle a parfaitement compris que face à Macron, et c'est là où ça se jouera sans doute dans l'entre-deux tours si jamais elle y accède, elle a un boulevard. C'est-à-dire tous les discours de Macron extrêmement méprisants à l'égard des chômeurs, très très durs à l'égard du mouvement des Gilets jaunes, tout ça, elle sait qu'elle peut. Alors c'est très ancien. Capitaliser là-dessus. Capitaliser là-dessus. Et alors c'est très ancien, cette rhétorique des petits contre les gros à l'extrême droite. On sait que même Jean-Marie Le Pen avait déjà utilisé les petits, les sans grade. Mais là, elle a vraiment un espace politique pour dérouler et pour se poser. Là encore, ça donne une image d'elle beaucoup plus humaine, puisqu'elle se préoccupe de la vie quotidienne des Français. Elle n'est pas dans l'idéologie, elle n'est pas dans c'est ça, c'est Zemmour, c'est vraiment la radicalité. Bon, elle l'a recentrée, quoi. Et puis surtout, elle est en empathie avec la difficulté que vivent les classes populaires et les classes moyennes. De façon... C'est ce qu'elle montre. Et franchement, elle a pu dérouler pendant des mois parce qu'il y avait personne en face. Enfin,
Le RN, ils disent eux-mêmes que Zemmour a servi de paratonnerre. Et sur France 2 la semaine dernière, Marine Le Pen a dit c'est un mal pour un bien. Donc ça prouve bien que finalement, d'une certaine manière, ça l'a servi. Mais on a même vu Jean-Marie Le Pen sur Twitter il y a quelques jours appeler finalement à voter pour elle, mais en mentionnant la hausse des prix, la hausse de l'inflation, et en disant il va y avoir un bouleversement majeur aux urnes patriotes. On a rarement des tweets de Jean-Marie Le Pen sur la question du pouvoir d'achat, des prix, etc. Donc en fait, et son conseiller Laurent de Saint-Affrique, qui lui avait soutenu Zemmour il y a quelques mois, me disait vendredi que en fait les Le Pen, de par la marque Le Pen, n'ont même plus besoin de préciser leurs propositions sur la sécurité, sur les thèmes identitaires, sur l'immigration, parce que c'est un acquis. Et ça leur permet tranquillement d'aller sur d'autres thèmes, là où Zemmour est coincé sur une campagne assez brutale, assez bruyante, avec des meetings qui sont effectivement plus spectaculaires. Mais on a vu Marine Le Pen faire une campagne lisse de selfies. Les images vendredi dans son déplacement dans l'Est de la France avec des tas de gens, alors c'est des images de la candidate, mais des tas de jeunes gens qui ne vont pas voter parce qu'ils ont moins de 18 ans, mais faire des selfies avec Marine Le Pen par dizaines, ça raconte quand même quelque chose. Je veux dire, c'est impensable il y a 10-20 ans, ça. Donc ces gens-là vont peut-être pas voter, mais ça raconte une campagne de selfies qu'elle peut dérouler tranquillement parce qu'il y a à côté d'elle quelqu'un qui se charge, Éric Zemmour en l'occurrence, de mettre à l'agenda les thèmes sécurité, identitaire, immigration, islam, etc. Une tournée de pop star, pépère. Christelle Lagier, vous êtes une spécialiste du vote des femmes pour Marine Le Pen. La candidate du RN, elle a lancé beaucoup d'appels à l'électorat féminin pendant cette campagne. Alors c'est passé, c'est présenté en candidate qui protège les femmes, alors sous-entendu évidemment contre certaines populations, bien sûr, c'est ça qu'elle entend. On l'a vu dans des magazines féminins, on l'a vu se confier sur sa vie personnelle, on l'a vu jouer cette patte personnelle. Là encore, par rapport à ce que vous constatez dans les études, par rapport au vote des femmes pour le RN, est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne et surtout est-ce que c'est une stratégie qui est en accord avec ce qu'elle défend par ailleurs ? Alors, peut-être juste il y a deux choses. En préambule par rapport à ce qui a été dit avant, le vote Macron-Le Pen en 2017 au deuxième tour, c'est un vote de classe. Donc ça, elle l'a très clairement compris. Les catégories les plus favorisées, les plus diplômées, CSP+, ont voté Macron et les autres se sont assez largement reportés sur Marine Le Pen. Donc ça, je pense qu'elle l'a bien intégré. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même les catégories qui s'abstiennent le plus. Les catégories populaires, les plus jeunes sont celles aussi qui s'abstiennent le plus. Et donc, elle a des difficultés quand même à les mobiliser. Ce qui reste quand même, pour concrétiser une victoire, reste quand même problématique. Sur cette question des femmes, c'est tout à fait intéressant parce qu'on peut dire oui, elle envoie des signaux et des tas de signaux. Alors moi, j'ai pris la plateforme programmatique de Marine Le Pen, Aime la France 2022, 22 propositions. Vous faites une recherche simple, là, vous cherchez le mot femme, il n'y est pas. Il n'existe pas. C'est-à-dire, il n'existe pas. Il n'y a pas de mot femme dans sa plateforme programmatique. Il y apparaissait une fois dans celle de 2017 et c'était évidemment pour protéger les femmes contre l'islamisme radical. Donc évidemment, elle va dans sa communication politique, d'abord parce qu'elle est une femme, parce que, mine de rien, on a quand même des partis politiques aujourd'hui qui restent encore très largement masculinisés, y compris dans les directions de partis. Donc elle va jouer cette carte et c'est facile pour elle. Donc on voit que dans les faits, on n'est pas du tout dans une candidate des femmes. Et pourtant, c'est quelque chose qui ressort. L'autre jour sur LCI, dans l'émission Face aux Françaises, qui était justement consacrée aux thématiques d'égalité hommes-femmes, etc., on l'a vu déployant un discours presque progressiste, disant que MeToo, c'était pas si mal, mais il fallait garder quand même un équilibre. Mais enfin, c'était pas le discours traditionnel de l'extrême droite. Mais on voit que ça se retrouve pas dans son programme, en fait. Et je voudrais juste, c'est vrai que là, dans le match avec Zemmour, la question du genre est déterminante, puisque Éric Zemmour a fait une candidature totalement misogyne, totalement sexiste, masculiniste, et là-dessus, elle a très très bien joué. Éric Zemmour, rappelons-le, on l'a évidemment révélé sur Mediapart, accusé d'agression sexuelle et de gestes non désirés par 8 femmes. 9. Et par ailleurs, dans les soutiens d'Éric Zemmour, on a pu documenter avec les listings qu'on avait du meeting de Villepinte que 80% de ses soutiens étaient des hommes. Donc c'est quand même un parti extrêmement masculin, sans doute le parti le plus masculin. Vous voulez rajouter un mot, Christelle Lagier ? Non, il y a un effet de diabolisation, je pense, qui fait qu'effectivement les femmes votent tendanciellement de la même manière que les hommes pour le Rassemblement national, ça c'est certain. Mais sur ce qu'on disait tout à l'heure, et pour les femmes effectivement qu'on retrouve, qui déclarent un petit survote pour Marine Le Pen, celles-là, elles sont dans les catégories les plus défavorisées, autour de la trentaine, c'est-à-dire elles sont en précarisation
au niveau du travail, mais aussi au niveau familial. Et là, elles peuvent retrouver dans son discours quelque chose qui va effectivement prendre en charge des thématiques sociales qui sont complètement abandonnées quand même par les autres partis politiques aussi, mais c'est sur le travail en fait, c'est sur les conditions de travail qu'elle va arriver à les attraper, beaucoup plus que sur le fait, à mon avis, d'un discours féministe. De toute façon, pour ces catégories-là, les droits des femmes sont acquis. Hein. Elles pensent, enfin moi les électrices que j'ai rencontrées me disent de toute façon, personne ne va revenir sur les droits des femmes, on ne va pas revenir sur ces questions-là, pas Marine Le Pen plus que quelqu'un d'autre. Une petite question. Pardon, juste dernier petit point, mais c'est quand même étonnant là, au meeting où j'étais en Alsace ce vendredi, on a entendu Jordan Bardella de Marine Le Pen passer 10 minutes à dire nous sommes le parti de la modernité, c'est le moment d'avoir une femme au pouvoir. Alors bon, quand on connaît l'historique par rapport à la question du féminisme du Rassemblement national, on se pince un peu, mais là encore une fois ils prennent finalement la classe politique à fond renversé en disant nous notre patronne c'est une femme et la modernité ce serait d'élire une femme. Voilà, c'est juste étonnant.